Amis du rôlisme et du ludisme, bonjour à toutes et bonjour à tous, puisqu'aujourd'hui nous faisons une vidéo de jeu de rôle qui flirte quand même beaucoup avec le jeu de société. Monsieur Manitou, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Eh bien, salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose, non pas une, mais deux boîtes de jeux de rôle. On va se le faire à téléachat. Tu vois, avec... Attends, je fais un zoom. Tu vois, où tu fais... Tu vois, un truc comme ça. C'était très gênant, mais oui. C'est très gênant. Tu couperas au montage, bien sûr, ça c'est pour le côté Bien sûr que non. Bien sûr que non. Salut. Alors, avant toute chose, petite question. Quand toi tu vas dans un supermarché ou un truc comme ça et qu'on te parle d'échantillons, oui, je pour ferme les yeux, je m'imagine. Tu te représentes quoi? Alors, un échantillon, c'est quoi? Genre, t'arrives au rayon fromage et on te propose de goûter un échantillon. Ouais, moi j'étais plus sur le saucisson, mais ça marche aussi. En fait, voilà, j'imagine une personne devant un petit stand, tu sais, sur roulette, puis je coupe des petits morceaux de fromage et tu proposes aux gens d'en goûter sur le D'accord. Donc, à aucun moment, quand on te propose un échantillon de fromage, tu t'avales la tome entière, on est d'accord? Non, on est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Chez Gigamic, c'est différent. Gigamic, quand il t'envoie des échantillons, il t'envoie ça. Ah d'accord, voilà. Tu veux dire. Donc vous l'avez compris, c'est un service presse que nous venons de recevoir. C'est un service presse que nous venons de recevoir qui s'appelle des échantillons et je suis super content. Donc un grand merci à Ariane, chargée de communication pour Gigamic, puisque c'est avec elle que j'ai eu des échanges très agréable par mail, qui a regardé un petit peu le travail qu'on faisait, qui a été visiblement emballé pour une collaboration avec nous et qui nous a donc envoyé ça la semaine dernière. Donc un grand merci à Ariane et à Gigamic. Et merci à vous, du coup, qui nous regardez, qui nous suivez, qui nous soutenez, parce que c'est parce que vous nous soutenez que du coup on peut faire du meilleur travail. C'est ça, et du coup ça fait effet boule de neige. Plus vous nous suivez, plus on peut vous montrer des choses et plus tout le monde est content. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de Critical Sanctuaire, donc la dernière née de la gamme Critical qui est sortie pendant le festival de Cannes, pendant le FIGE, donc fin février, début mars. Il y a eu une première boîte qui est sortie l'année dernière, courant un milieu d'année 2022, qui était contemporain, fantastique, dans un futur proche. Je crois que ça se déroule en 2032. Donc voilà, c'était un choix surprenant, d'ailleurs, pour une première boîte, puisque, en règle générale, quand on veut se lancer dans le jeu de rôle, on focalise plutôt ses efforts sur du jeu de rôle médiéval fantastique, parce que ça parle plus à tout le monde. Là, ils ont fait le choix de parler d'abord du contemporain, et je pense que ce choix a été fait parce que comme ils veulent avoir une espèce de jeu de rôle Fast and Furious, c'est-à-dire des parties courtes, similaires à des épisodes Netflix, etc. Donc des trucs faciles à mettre en place et rapides à jouer. C'est 30 minutes par épisode. Je pense qu'ils ont voulu se rapprocher de la plupart des séries télé que les gens regardent, les trucs un peu flic, enquête, etc. Là, on va présenter la boîte numéro 2. Alors, c'est pas la boîte numéro 2, c'est la boîte de Critical Sanctuaire, qui est la version médiévale fantastique, mais saison 1. C'est-à-dire que, il y a saison 1 Critical Fondation, saison 1 Critical Sanctuaire. Ce sont vraiment des articles qui sont très orientés initiation. Initiation que ce soit... Et indépendant, du coup. Tout à fait. C'est initiation aussi bien pour des gens qui vont découvrir le jeu de rôle en tant que PJ, mais également et surtout, je trouve, initiation pour les gens qui vont se mettre dans la peau du MJ, puisque tu es vraiment babysitté, tu es vraiment accompagné pour pas à pas en fait pour faire tes premiers pas en tant qu'MJ. On va le revoir après, c'est très très détaillé. Si vous voulez avoir une description un petit peu plus complète de cette boîte en termes de matériel, j'ai fait un live il y a pas longtemps, donc vous pourrez retrouver ça sur notre chaîne YouTube où je montre vraiment tous les articles un par un, ce qu'il y a à l'intérieur. Là on va vraiment survoler le côté matériel, on va plus parler de l'aspect mécanique. Voilà. Grosso modo, les règles du jeu sont super simples et heureusement puisque t'es censé quand même faire un jeu d'initiation, donc faut pas que ce soit un truc rapide, facilement. un MJ débutant ou une MJ débutant, c'est vrai que si elle doit se farcir 400 pages de bouquins pour se lancer, ça peut être un petit peu intimidant. Là, le gros avantage, c'est que pour apprendre le système, c'est un petit livret comme ça qui fait moins de 15 pages. Moins de 15 pages, t'as tout. T'as le contexte, la création de personnages et le système. Ok. Voilà.
Création de perso aussi, donc tu... Ouais, alors Ok. ta création de perso pour te donner l'ensemble de comment ça fonctionne, et après tu fais quand même la création de perso, grosso modo, au fur et à mesure de la session Ok. 0, donc Oui, mais de c'est pas des l'introduction. pré-tirés que tu vas prendre et que tu C'est vas des jouer quelqu'un. semi-pré-tirés, on va en Ok. parler juste après. Ok. Donc là, le pitch, grosso modo, de la boîte, c'est au-delà de la mer de Neven, sur l'archipel du Croissant, berceau des dieux, la lune s'aligne et les phénomènes étranges apparaissent. Des tombeaux endormis se réveillent, des histoires de monstres refont surface, et pour percer ces nouveaux mystères, Mhm. la guilde des explorateurs envoie ses meilleurs éléments. Donc on est dans quelque chose de très classique, on va découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles choses, en travaillant pour la guilde des explorateurs. Donc le Ok. pitch est très sympa malgré tout. On va s'intéresser au système. Tu me demandais donc s'il y a des personnages, des pré-tirés, des trucs comme ça, donc un peu des deux. Alors, il n'y a pas vraiment de pré-tirés, mais il y a quand même des personnages très guidés, puisqu'il y a 4 rôles disponibles. Là, je vous montre le rôle, hop, c'est peut-être un peu flou, mais le rôle de la guerrière. Donc, tu as la guerrière avec qualité fiable, défaut brutal. Et si tu veux jouer son équivalent masculin, tu tournes la carte et tu as un autre personnage qui est lui aussi un guerrier, mais qui a comme qualité tenace et comme défaut borné. Voilà. Donc c'est la seule distinction qu'il y a entre le sexe et les qualités et les défauts. La carrière, c'est la même. La particularité physique, c'est la même. C'est-à-dire ici, non, pas du tout. Ici. Voilà. Ici, tu as 4 caractéristiques. Toutes les caractéristiques en noir sont des caractéristiques basiques qui sont à 0. Et en rouge, c'est le point fort du personnage, la caractéristique forte. Donc le physique, ça veut dire que sur un jet, tu auras un +1. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que je préfère cette image. Ici, pas du tout. Je suis nul en miroir. Ici, on a 3 points de vie. D'accord? 3 points de vie ici. Ici, l'emplacement pour mettre une arme. De l'autre côté, l'équipement. Ici, un emplacement pour l'historique. Et de l'autre côté, les capacités. Ce qui fait que c'est un truc très très visuel parce que tu commences, tu joues avec le guerrier. Mhm. Ce guerrier, donc son point fort, on l'a dit, c'est le physique, tu as +1. Tu vas ensuite choisir des cartes d'historique. Par exemple, si je prends celle-ci, l'historique dueliste. Dueliste, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça rajoute une réussite à tous les tests de perception en mental, de négociation en social et de savoir-faire en adresse. Donc en plus de +1 en physique, on a également +1 dans toutes ces disciplines-là. D'accord? Ok. Donc ça se place du coup à côté dans l'historique sur la carte. Ok. En fait, tu construis une espèce de Tu fiche de perso construis avec des ton cartes. fiche, Ok. voilà, exactement. Tu en, Ok. tu en as d'autres, c'est par exemple des techniques. Hop, on voit pas bien. Botte secrète, donc qui te donne. Tu peux relancer tes dés de combat. Voilà, quand tu as ça, si tu fais une attaque et que ça te convient pas, tu peux relancer ton jet. Et sachant que les bottes secrètes, avec le leveling, etc., que tu gagnes de l'XP, tu peux évoluer tes bottes secrètes et les faire passer niveau 2, ici, qui fait que non seulement tu peux relancer, mais en plus tu gagnes +1 réussite en combat. Voilà, donc ça c'est les techniques que tu mets dans tes capacités. Tu as ensuite des petites cartes armes. Tu peux rester en zoom du coup parce que... Ouais. Ouais, donc ça c'est l'équipement, une épée, +2 de dégâts, donc ça c'est l'équipement pour attaquer. C'est l'arme que vous allez utiliser, parce que vous pouvez avoir plusieurs armes, mais quand vous utilisez une arme, il faut la mettre du côté gauche de la carte. Et du côté droit, vous avez le reste de l'équipement, comme par exemple des parchemins de protection, donc qui permettent de se défausser de cartes d'état, puisque quand on prend des blessures, on subit des cartes d'état. Il peut y avoir aussi de l'équipement un petit peu plus badass, genre la ceinture du lion qui permet, lorsque vous réussissez une attaque, vous pouvez le transformer en coup critique. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est très visuel. Ouais. Tu constitues ton personnage comme ça. Et au fil du temps, tu vas pouvoir évoluer, trouver du meilleur équipement. Donc la base, en fait, de tous les jeux de rôle classiques. Le système, quant à lui, est très très simple. Tu vas avoir une difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est légendaire. Et le but du jeu, c'est que tu vas devoir utiliser un des 12, mais pas un dé 12 de 1 à 12, un dé spécial à 12 faces, qui va, ça m'a pris une demi-heure à trouver, qui va de 0 à 3. Donc 1, 2, 3. Et il y en a une qui a une croix. Si tu tombes sur la croix, échec critique.
Ok. C'est-à-dire que même les bonus, etc., si tu arrives à faire égal ou supérieur à la difficulté, échec critique, la croix. Par contre, voilà, si tu tombes sur 1, 2 ou 3, à partir du moment où tu fais égal ou supérieur à la difficulté, le test est réussi. Donc tu lances ton dé, tu regardes le résultat, à cela tu ajoutes les bonus qui peuvent s'ajouter. Par exemple, si c'est un test de force et que tu joues la guerrière, tu as un +1. Si tu as un équipement adéquat, +1, une technique adéquate, +1. Voilà, donc tu cumules en fait tous les bonus que tu peux avoir Et tu en ne lances +1. toujours qu'un seul des 12. Alors tu peux le relancer peut-être. Tu lances toujours un seul des 12. Tu peux le relancer si tu as une carte qui t'indique que dans telle ou telle situation tu peux le faire. Mais voilà, le système c'est ça, et tu dois faire égal ou supérieur à la difficulté. Si tu fais inférieur, c'est raté. On le rappelle, la petite croix sur le dé, échec critique. Et là tu vas me dire, mais du coup, comment on fait des coups critiques? Ben oui. Comment on fait des coups critiques? Ah, mais c'est une super bonne question. Ok. En fait, c'est tellement mauvais. Les coups critiques. Tout donné, là. Les coups critiques s'obtiennent si tu parviens à faire le double de la difficulté. Tu as une difficulté à 2, si tu arrives avec les bonus et le GD à faire 4 coups critiques. Donc les coups critiques te permettent de faire le double de tes dégâts, puisque les dégâts sont des valeurs fixes. Tu n'as pas un jet pour choisir les dégâts. Okay. Si tu réussis en fait ton jet de combat, bah, tu vas infliger ce que tu as sur ton équipement d'armes, c'est-à-dire 2 de dégâts. Voilà. Très bien. Tout simplement. Okay. Donc c'est vraiment... là, on a vu tout le système. Il n'y a rien d'autre. Okay. Il y a un système d'initiative également que je trouve... Alors je suis un petit peu sceptique, il faudrait l'utiliser, mais l'initiative c'est pour le camp entier. C'est-à-dire que si tu rates l'initiative, c'est tous les adversaires qui vous attaquent, et ensuite tous les PJ qui attaquent. C'est pas à toi, à moi ou quoi, c'est un camp contre un autre. Okay. Voilà, ça c'est le premier truc. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment très cool, c'est le côté MJ. Parce que le MJ lance aussi des dés, mais il ne lance pas les mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes MJ, déjà, quand vous êtes MJ, vous avez, excuse-moi du peu parce que je le trouve absolument incroyable, mais vous avez quand même un écran qui est incroyable, je trouve. Il est super chouette. Le style est original. Le style est super cool. Et tu as, en fait, à l'intérieur, ici, un petit endroit pour mettre les cartes. Donc, par exemple, vous vous attaquez à cette créature, donc c'est un capitaine, et ben tu le glisses dans le petit machin. Ah, ça se glisse. Et du coup, voilà, attends, hop, et quand tu joues, tu as ton écran avec le petit bonhomme qui dépasse. Ça, c'est pour côté PJ. Mais toi, en tant qu'MJ, tu as les stats du personnage, et donc tu as le petit historique en haut. Ensuite, tu as la difficulté... Non, c'est de l'autre côté. La difficulté à atteindre. Donc, pour pouvoir toucher ce personnage, il faut faire 4+. Il a une seule attaque et il a 4 points de vie. Ici, vous avez le descriptif de la créature. Ici, et ça, je trouve c'est super cool. Ici, c'est ses points faibles. Chaque créature dans le jeu a des points faibles que les PJ vont devoir découvrir, soit par des tests d'analyse ou ce genre de choses. Et une fois qu'ils ont découvert le point faible, eh ben, ça facilite le combat. On tape dans le point faible, etc. Et en dernier, une capacité spéciale du monstre. À noter donc qu'il y a ces 3 logos. D'accord ? Et ça a à voir avec justement le dé du MJ, puisque le MJ, il a un dé spécial D6, avec des logos donc, qui sont semblables, pas du tout, comme ça, à ce que tu retrouves là. Et grosso modo, tu lances ton dé. Si tu fais la cible comme ça, tu infliges 1 point de dégâts à l'adversaire. Si tu fais la petite flamme, technique spéciale à l'abordage. À l'abordage, ça veut dire rien de tel qu'un bon abordage pour couper en 2 ses adversaires et s'emparer du trésor. Lors du tour suivant, tous les alliés du capitaine, y compris le capitaine, augmentent leurs dégâts de 1. Donc si tu tombes sur la petite flamèche, coup spécial. Et si tu tombes sur le crâne, eh ben, tu prends 2 dégâts à la place. Voilà. J'aime beaucoup. C'est super cool parce que du coup, c'est interactif, il y a du jeu, il y a du dynamisme. Tu fais le MJ n'a pas besoin de choisir qu'est-ce qu'il fait comme action. Non, c'est le dé. Les fiches avec plein d'actions, c'est le dé, tu choisis l'action que tu fais. Exactement. Et ça permet d'intégrer des actions spéciales, des coups spéciaux en fait, qui vont changer un peu la phase du combat ou qui vont. C'est cool, hein. Franchement, c'est super cool. Donc voilà, le système, grosso modo, c'est ça. Alors, j'ai eu une petite surprise. J'ai pas découvert si c'était bien ou pas en termes de points de règle,
Mais dans l'idée, j'aime bien, en fait, faudrait voir ce que ça donne, le système d'entraide dans ce jeu. Quand il y a plusieurs PJ qui font une action collective. Et ben dans celle-là, quand tu as une action collective, tous les PJ, tous les participants vont lancer le dé. Et il suffit que sur l'ensemble des participants, il y ait une seule personne qui réussisse l'action pour faire réussir toute la table. Ok. Voilà. Donc, tu te dis, ouais, bah, ça vaut plus le coup souvent de faire des trucs à plusieurs parce que tu multiplies les chances d'y arriver. Donc, voilà, je sais pas trop quoi penser. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi rester dans le principe que c'est un jeu d'initiation qui est fait pour découvrir. Donc, je pense que la difficulté ne devrait pas être non plus trop frustrante pour les PJ. Donc voilà, ça c'est incroyable quoi. Le système est très simple, il est élégant, il marche très bien. Ouais. Mais après c'est aussi parce que c'est du dynamique derrière avec des auteurs etc. Mais parce que on se retrouve avec un truc qui tend vers le jeu de société dans le style tu lances tes dés, tu fais des actions sur les dés. Ça c'est un truc que j'ai pu remarquer on a fait un jeu de piraterie au mois d'octobre où j'ai perdu le nom. Mais en fait, effectivement, où l'histoire était racontée par un ordinateur, en fait, l'ordinateur t'envoyait sur des fiches, tu rentrais le code et hop, il te lisait l'histoire, etc. Et c'est vrai, tu lançais les dés, ça te donnait quelles actions faisaient les ennemis. Il y a ce côté-là, en fait, jeu société, où tu rajoutes tes cartes, tes machins, tu lances tes dés, ça te dit quelle action tu fais. Mais le côté jeu de rôle où t'as le meneur ou la meneuse, t'as les joueurs, et puis tu racontes l'histoire, quoi. C'est ça. Cette passerelle qui a vraiment entre les deux univers, quoi. Ouais, moi je suis assez agréablement surpris, c'est-à-dire que je savais que c'était un truc, je le sentais que c'était bien, parce que je me suis renseigné sur la première boîte, Fondation, espionnage, tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, j'ai regardé un actual play qui était très bien fait et tout, et j'avais vraiment cette curiosité sur Sanctuaire, et franchement c'est du super boulot, surtout qu'en plus, tu vas me dire à quoi ça te fait penser, mais toutes les scènes et tout ça, pour aider justement à la description du MJ, on te donne plein de petites cartes, comme ça, très visuelles. Vous êtes ici, voilà, c'est comme ça. Donc si t'as pas les mots ou le vocabulaire ou l'aisance suffisante pour décrire un petit peu l'endroit où tu es, tu t'aides de ces visuels. Donc ça te permet vraiment de commencer à être MJ tout doucement. Et je sais pas toi, mais moi ça me fait penser vraiment à tout ce que fait des Architecture Art, au final. Genre les brumes, c'est complètement ça, on est vraiment dans le même système. Donc voilà, je trouve ça très très bien. Ouais, écoute, je suis bien surpris aussi, quoi. Et ça me fait plaisir que on fasse un jeu qu'on dit, et c'est écrit sur la boîte, on le voit sur l'image que vous avez en dessous de moi, devenez le maître du jeu, ça, machin. Donc, en gros, on s'oriente vers des personnes qui découvrent, qui veulent se lancer, mais qu'en même temps, on leur propose quelque chose de quand même assez riche et d'intéressant, avec des mécaniques intéressantes, qu'on soit pas juste embêté à faire tu lances un D6 et voilà. Non, il y a une réflexion vraiment sur le dé, pourquoi on n'utilise pas un D12 avec des chiffres jusqu'à 12, pourquoi on utilise juste 1, 2, 3 en fait, mais il y a une réflexion derrière. C'est pas juste on vous met un D12 et puis voilà, le jeu c'est lancer un D12 et ajouter un quoi. Non, c'est réfléchi pour que ce soit accessible mais en même temps intéressant. Il y a une vraie réflexion derrière quoi. Il y a un truc qui va te plaire. Alors, encore une fois, je vais pas vous déballer toute la boîte, hein, vous irez voir l'autre fiche, mais tu as des personnages, tu as des jetons spéciaux ici, qu'on appelle des jetons de héros. D'accord ? C'est un pool de jetons commun à tout le groupe, et lors d'une action, n'importe quel PJ peut faire appel à l'un de ces jetons, et ça te permet de lancer en plus du D12 pour ton action, d'avoir un petit bonus, un petit D8, donc qui va de 1 à 4. Donc voilà, sur une action que tu as vraiment envie de réussir, tu claques 4 un jeton de héros. Ouais, c'est un D8 qui va jusqu'à 4, de 1 à 4. Les D12, ils vont jusqu'à 3. Tout à fait. Donc en gros, tu veux escalader une montagne, tu as une difficulté de 3, mettons. Tu es guerrier, donc tu as plus 1. Tu as, admettons, je sais pas moi, du matériel d'escalade, tu as plus 2. Et en fait, la difficulté, c'est 3. Donc, tu dois faire 3 ou plus pour réussir. Habituellement, tu lances que 1 des 12. Donc, de 1, même si tu fais 1, 2 ou 3, ça passe. Sur 0, ça ne marche pas. La croix, c'est échec critique. Maintenant, si l'escalade, elle avait été très difficile, elle était, j'en sais rien, moi, à 5. À 5, admettons. Tu vas te dire, je claque un point, un jeton de héros. Et je vais lancer les 2 dés. Et je garde les 2. Je fais la somme de ces 2 plus les stats. Ça te permet de surmonter les épreuves très difficiles. Il y a un petit côté Star Wars FFG où tu utilises un jeton pour monter la valeur de ton dé et avoir plus de chances de réussir.
Mais là, tu vas me dire comment gagner des jetons de héros. Mais comment gagner les jetons de héros? Et l'UMJ a-t-il aussi des jetons de puputerie, comme on dit dans Absolument, c'est exactement ça. Eh bien, quand tu obtiens ça, la croix, quand tu fais un échec critique, tu t'en prends plein les dents, mais tu gagnes, le groupe gagne un jeton de héros. Super. Et il y a l'équivalent MJ, les jetons de malédiction, qui sont là. Et donc, quand vous prenez un jeton de malédiction, ça vous verrouille la possibilité d'utiliser un jeton de héros. Ça, c'est la première chose. Et pour pouvoir vous débarrasser d'une malédiction, vous devez prendre automatiquement un échec critique. Un échec critique. Ouais. Donc, voilà, si tu prends un échec critique, ton jeton de malédiction saute et tu peux de nouveau faire appel à tes jetons de héros. Donc voilà, ça paraît con comme ça, mais je trouve que ça, les petites cartes, les machins, ça a un côté très interactif, très visuel, que tu poses sur la table. Quelque chose qui, effectivement, quand tu découvres le jeu de rôle, on va dire de manière traditionnelle, t'as rien. T'as une fiche de perso qui est des fois très sobre, avec du crayon à papier à noter, des gommes et tout ça. T'as beaucoup de choses à assimiler. Des fois, t'es perdu même sur ta fiche. T'es complètement perdu. Et puis, selon le jeu, quand tu t'es tapé 500 pages de lore et que le ou la MJ te fait un résumé, des fois, quand tu connais pas le jeu de rôle, c'est un peu lourdingue. Là, vraiment, la lecture est super rapide. Tu prends le jeu très rapidement en main et tu peux commencer à jouer quasiment dans l'heure, quoi. Il y a un truc que j'aime bien avec le jeton, là, que t'as dit, c'est que tu apprends, entre guillemets, tout de suite que tu peux aussi t'amuser en perdant, en échouant. Parce que c'est un truc que on fait pas souvent, mais des fois on peut choisir sciemment d'échouer parce que c'est intéressant pour la fiction ou pour le personnage. Des fois ça peut être juste rigolo d'échouer à une action, ça peut être intéressant pour le développement de son personnage d'échouer à quelque chose d'important. C'est vrai. On peut choisir d'échouer. Et là, d'introduire cette mécanique notion d'échec critique. D'échec critique et de choisir d'échouer pour aider le groupe, c'est du coup t'aides le groupe en déverrouillant les... C'est très très intéressant. Ça apprend cette mécanique du l'échec est pas grave en fait en jeu de rôle. C'est pas grave en fait, l'échec c'est juste on fait avancer l'histoire. Un contretemps, c'est un contretemps. Voilà. C'est un contretemps où l'histoire prend une autre direction, mais c'est pas grave en fait l'échec. Entièrement d'accord et je vais même confirmer ce que tu viens de dire puisque alors j'ai pas voulu lire tous les scénarios de la campagne, parce que j'aime bien me laisser quand même le côté surprise, des fois on sait jamais, mais j'ai lu le premier. J'ai lu le premier scénario, donc le premier c'est le tuto dans les jeux vidéo. On t'apprend à jouer, tu construis ton personnage au fur et à mesure avec le ou la MJ. Et le premier test qu'on te demande, on te dit voilà, tu es dans cet endroit, il se passe ci, il se passe ça, machin. Tu fais un jet. Si le jet est réussi, très bien, tu passes la difficulté. Si c'est un échec, tu passes quand même la difficulté, mais tu te prends une grosse contrainte en échange. Donc tu vois, dès le premier lancer, en fait, t'es pas dans la frustration de l'échec. On te dit, tu vas quand même y arriver, parce que il faut que ça avance dans l'histoire. Tu vas quand même y arriver, mais tu vas avoir un désavantage. Il va se passer un élément majeur qui va te faire perdre du temps, qui va te blesser, qui va... Voilà, et ça introduit aussi la notion que même si on échoue à un jet, on n'est pas obligé de faire échouer le personnage, mais on peut le faire réussir avec des grosses contreparties. Ça aussi, c'est une notion dans le jeu de rôle que des fois on oublie, ou qu'on présente pas. Il y a ça, et puis c'est surtout qu'en fait, on ne te pénalise pas pour un mauvais jet, puisque tu es... ça fait partie du hasard, les jets de dés. Donc des fois, c'est vrai que c'est frustrant d'être complètement pénalisé dans une histoire, juste parce que t'as pas eu de bol. Et alors que tu as des décisions complètement correctes, quoi. Donc là, voilà, j'ai trouvé que c'était très 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 bien. Donc voilà, c'est un produit qui s'annonce clairement pour les débutants, pour s'initier en tant qu'MJ, pour initier des gens en tant que PJ. Mais très sincèrement, pour être dessus depuis 2 jours, à le regarder, à le comparer et tout ça, franchement, tu me proposes demain de faire une partie de Critical, clairement, je signe, parce que je trouve ça cool. Le système, effectivement, il n'est pas ultra élaboré, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Là, on lui demande d'être facile, d'être simple, pour apprendre à jouer. Là, le système se suffit à lui-même, en fait. Et je trouve qu'il est très simple, il est très bien. Donc moi, tu me proposes demain de faire la campagne, tu vois, je viens avec toi sans problème, alors que j'ai un peu de bouteille et que... Oui, c'est ça, finalement. On n'est pas censé, entre guillemets, être la cible de ce produit,
Mais exactement. il est tellement intéressant dans ses mécaniques qu'il propose, dans le matériel qu'il propose, dans comment il accède, comment il fait accéder au jeu de rôle, t'as envie de le tester quand même, quoi. Il y a ça, il y a aussi le fait que Son malgré format. que ce soit un scénario tuto, je l'ai trouvé quand même très bien, voire même de qualité supérieure à ce qu'on peut trouver dans des productions beaucoup plus grosses et beaucoup plus élitistes du jeu de rôle, quoi. Et en plus de ça, comme je le disais dans le live, je trouve que c'est une boîte qui permet de mettre un premier pas dans la porte du jeu de rôle, par les joueurs de jeux de société. Comme tu disais, les joueurs de jeux de société, ils aiment les jeux de tuiles, les machins, les trucs où ça bouge, les jetons, tous les trucs colorés et tout ça. Ils aiment bien les règles, ils lisent les règles du jeu et tout ça. C'est ça, ils aiment bien leur matos visuellement sur leur fiche Exactement. de personnage. Bah, ça, je trouve que c'est une porte ouverte super, justement, pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui seraient plus susceptibles de jouer aux jeux de société ou quoi. C'est accessible à partir de 14 ans. Non, franchement, c'est super cool. Et en général, j'aime pas trop parler de ça, mais une boîte comme ça, donc on est encore une fois, on est dans la hausse du papier, on est dans les coûts de production sur les boîtes en carton qui explosent les prix. Ça, c'est 32 €. 32 €, t'as déjà une super boîte, tout en couleur. Tout l'intérieur, les cartes, c'est des cartes quand même relativement épaisses. C'est plus épais que du Bristol. Tout est encore une fois en couleur. 32 € pour une initiation avec 9 épisodes, une trentaine d'euros pour ça. Je trouve que c'est très correct. Sachant que, alors, je vais me répéter par rapport au live, mais c'est pas grave. Là, on parle de Sanctuaire. Mais pour Fondation, donc ce qui est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est les mêmes règles, les mêmes capacités, les mêmes mécanismes. La seule chose qui change, c'est effectivement des petits ajustements pour coller à l'univers, bien évidemment. Mais sinon, le système est identique, ce qui fait que si vous savez jouer à Critical Fondation, vous jouez à Critical Sanctuaire sans avoir à relire tous les trucs, quoi. Vous pouvez démarrer de suite. Ça, c'est la première chose. Critical Fondation, donc celui d'espionnage, il y a sur le site internet de Gigamic toute une partie téléchargement où vous pouvez télécharger des aides de jeu, un kit de découverte qui est gratuit, vous n'avez même pas besoin de la boîte pour jouer. Vous pouvez télécharger principalement un scénario de 2 heures, gratuitement. Donc vous avez fini la boîte, vous en voulez encore, vous pouvez télécharger, en tout cas pour Fondation, ce scénario-là. Donc il y a de grandes chances que pour Sanctuaire, si le jeu trouve son public, il y ait des ressources téléchargeables également. À la fin du petit livret, on vous explique même une petite méthodologie pour créer vos propres scénarios, en utilisant la suite de ce que vous venez de faire, c'est-à-dire les 9. Vous avez fini les 9 scénarios. On vous dit, ben voilà, un peu de méthodologie, comment vous voulez faire pour créer vos propres scénarios. C'est très succinct, parce que c'est un petit livret, mais ça vous permet d'essayer, en tout cas, en attendant une éventuelle saison 2. C'est un point qu'il faut relever si jamais, on sait jamais si quelqu'un qui nous regarde est un amateur de jeux de société, etc., qui se dit, oui, mais niveau rejouabilité, c'est pas génial. Genre là, en 4 heures, j'ai tout joué, donc 30 € pour 4 heures. C'est du jeu de rôle. Ça veut dire que là, vous êtes d'idées sur ce qui est scénario et compagnie, mais rien ne vous empêche, et au contraire, vous êtes encouragé à jouer ensuite avec vos propres idées. Vous reprenez les mêmes personnages, ou vous variez les persos, etc. Mais vous faites d'autres histoires avec, en fait. Vous continuez les histoires, vous faites des nouvelles histoires et des nouveaux personnages. Réutilisez le matos qui est là pour de nouvelles histoires ou pour faire la suite. Inventer de nouvelles armes, inventer de nouvelles... Voilà, c'est le tremplin. J'ai envie de dire, on a la chance que ce soit du médiéval fantastique. Des scénarios médiéval fantastique, il y en a à foison sur Internet. Rien ne vous empêche d'en prendre un, de l'adapter. Vous jouez à ça. Bon, bien sûr, ça, on parle une fois que vous avez fini la boîte et que vous êtes un petit peu rodé, etc. Mais c'est tout à fait possible. Il est possible aussi. Sur les réseaux sociaux. J'ai joué à Critical Sanctuaire, j'aimerais bien faire une partie d'après, mais j'y connais pas grand-chose. C'est ce que vous me conseillez pour un scénario d'après. Il y aura des gens qui vous répondront. Oui, et puis même, ça peut créer, vous pouvez faire des discussions, créer ensemble, c'est un aspect communautaire, quoi. Bien sûr. Vous créez peut-être des trucs à plusieurs, voilà, tout est envisageable. Un forum Gigamic ou un truc comme ça. Exactement, sachant que on parle de la saison 1. Ouais. On parle de la saison 1. Donc moi, je suis allé un petit peu farfouiller chez Gigamic, dans les sites, et j'ai vu qu'en octobre, il y a la saison 2 de Critical Fondation, donc la première boîte Action Espionnage. Il va y avoir une saison 2. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini la première boîte, ils vont vous vendre des extensions pour continuer à jouer. On a juste pas cité les auteurs. Tu veux le faire parce que j'ai vu, sur le site. Ouais, tu sais ça, tu sais tout. Je sais tout.
Effectivement, on a donc le moteur Johan Lemonnier qui a travaillé sur une mission de Monster of the Week, notamment, Oui. et il nominait Satanis Magna Veritas. Tout Et à fait. Christophe Vala, Voilà. qui lui, alors, a travaillé sur Yggdrasil, quand tout s'appelle Vala, à la limite, c'est écrit, c'est dans le destin. Mais également, qui a beaucoup travaillé sur Chin et sur l'Aélite. Voilà, qui viennent du milieu rôliste, qui ont déjà joué à des jeux de rôle vraiment plus conséquents, et qui se sont dit, ben tiens, voilà, on a envie de faire un truc pour tout synthétiser, pour rendre le jeu accessible. On a tous les codes, il faut qu'on se mette à la portée de quelqu'un qui va découvrir. Tac, on se met ensemble et on fait un truc abordable pour tout le monde. Réfléchis pour ça. Je trouve que c'est très bien fait en tout cas. Eh ben écoutez. Et le Critical était pas nommé au Graal d'Or cette année? Si, je crois qu'il y avait une nomination. Ouais. Et on n'a pas parlé de l'illustrateur. Ah oui. Monsieur Dutray. Ok, Monsieur Dutray. Bravo, voilà, Monsieur Dutray. Qui a fait toutes les illustrations sur les boîtes. Vincent Dutray. Ça marche. Vincent Dutray, exactement. C'est pour 5 joueurs, avec MJ compris à l'intérieur, les amis, 14 ans, et il est parti dure environ 30 minutes, sûrement un peu plus. Exactement. C'est ça. Donc il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Encore une fois, allez voir sur notre autre vidéo. J'approfondis vraiment tout ce qu'il y a dans la boîte. Mais mon avis, du coup, puisque j'ai carte blanche pour pouvoir donner mon avis, c'est super. C'est un super boulot. C'est une super boîte. Le prix est très abordable. Pour moi, c'est un sans faute. Franchement, pourquoi c'est conçu, c'est très bien fait pour. Okay. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Ariane de chez Gigamic pour nous avoir envoyé ça, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.